Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thierry Tournois, je suis directeur général de la FUNOC. Alors, la FUNOC, c'est un centre de formation pour adultes situé à Charleroi. Donc, on est à la fois reconnu avec l'agrément CISP, on est aussi reconnu au niveau de l'agrément ELI, éducation permanente, mais aussi des reconnaissances au niveau de l'ONE, puisqu'on a des structures d'accueil de la petite enfance. Je suis ravi d'animer ce premier webinaire. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe de Feit. Ouais, j'ai envie de dire qu'on ne me présente plus. Mais je vais présenter quand même. Bonjour Philippe. Donc, tu es économiste à l'Institut pour un développement durable, le 1 a de l'importance. Alors, notre ambition au niveau de la FUNOC par rapport à ce webinaire, c'est à la fois de pouvoir réfléchir à nos pratiques de CISP, de centres de formation, de dispositifs qui accompagnent des publics adultes infrascolarisés et parfois éloignés du marché de l'emploi. C'est de pouvoir échanger aussi avec les différents acteurs qui, comme nous, travaillent avec le même type de public. C'est aussi d'alimenter notre approche, d'alimenter mes collègues, nos collègues sur les réalités des personnes pour lesquelles et avec lesquelles on travaille, puisque ces besoins, ils évoluent évidemment au fil du temps et en fonction du contexte local, économique, social et autres. Mais c'est aussi donc tout au long de ces rencontres, à travers ces webinaires, ça va être de proposer des différents sujets à travers des témoignages, des experts, des témoins, des acteurs de terrain qui pourront nous éclairer sur à la fois les réalités de nos stagiaires, mais aussi le contexte, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors ici, on va écouter Philippe de Feit, qui va pouvoir aborder la question du pouvoir d'achat, qui donnera son regard par rapport à cette notion. Qui est un sujet évidemment assez crucial ici au niveau des publics avec lesquels on travaille, mais qui est crucial pour tout le monde finalement. Le pouvoir d'achat, on l'entend tout le temps dans les médias. Enfin voilà, tout le monde est concerné. Évidemment, comme je le disais, pour nous-mêmes aussi. Donc, on va faire en 2 temps le webinaire. Donc, il y aura une présentation. Philippe interviendra pendant à peu près une demi-heure. Et puis, les personnes qui seront présentes en live permettront je leur permettrai de poser des questions auxquelles on tentera de répondre. Le webinaire restera en ligne. Donc, ça permettra de pouvoir évidemment le regarder pour ceux qui n'auront pas l'occasion de le regarder maintenant en live ou de le regarder entièrement. Et voilà, si vous avez encore des questions par après, évidemment, n'hésitez pas à les poser. On fera suivre les questions dans un deuxième temps. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais passer donc la parole à Philippe et ensuite on fera un échange sur le contenu de son intervention. Vas-y, Voilà, Philippe. eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de consacrer un peu de votre attention à ce que je vais essayer de vous raconter maintenant sur le pouvoir d'achat. Alors, le premier point, ça peut paraître bizarre, mais c'est vous dire qu'en fait, le concept de pouvoir d'achat ne veut pas dire grand-chose. Je m'explique. Quand vous avez 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, ça dépend de votre niveau de revenu, est-ce que vous êtes en couple ou pas, etc. En fait, vous pouvez faire relativement beaucoup de choses différentes avec cet argent. Bon, bien sûr, vous devez vous loger, mais vous pouvez choisir un petit studio ou un plus grand studio. Vous pouvez choisir de manger plutôt de la viande ou plutôt des protéines végétales, etc., etc. On va donner un exemple très clair. Même un petit revenu, admettons qu'il ait 25 euros par mois à dépenser pour des petits plaisirs, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 25 euros? Il peut acheter 2 ou 3 livres de poche, il peut aller 2 fois au cinéma, il peut se payer un CD, enfin voilà. Donc on a chacune d'entre nous, même modestement, des choix à faire de la manière dont on va dépenser cet argent, en sachant bien sûr, je le sais, qu'il faut se loger, à minima se loger et se nourrir. Un autre exemple que j'aime bien donner, que je cite toujours à propos de la précarité étudiante, précarité incontestable, il y a effectivement des étudiants précaires, mais à midi, quand vous êtes étudiant, vous avez le choix entre aller chercher un sandwich qui va coûter 4,50 €, 5 euros, ou de faire votre sandwich vous-même, ce qui va vous coûter beaucoup moins cher, mais vous n'avez pas le plaisir éventuellement d'avoir ce plaisir d'avoir, par exemple, des sandwichs un peu mieux dotés ou avec des nouveautés, etc. Voilà. Mais donc, à tout moment, nous avons des choix à faire et donc dire le pouvoir d'achat ou un pouvoir d'achat, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, deuxième partie de mon exposé, ça a beaucoup de sens. Une fois que j'ai décidé de la manière dont je souhaitais vivre, voilà.
J'ai 1200 euros, 1300, 1500. J'ai un logement qui me coûte 600 euros. Et puis le reste, je vais faire des arbitrages. Une fois que j'ai choisi ma manière de vivre, celle qui correspond à mes envies et à mes besoins, envie et besoin n'est pas la même chose, eh bien, j'aimerais bien garder ce pouvoir d'achat. Et c'est quand on parle de pouvoir d'achat, je pense que c'est surtout ça que la plupart d'entre nous avons en tête. J'ai un mode de vie plus ou moins généreux, plus ou moins important en fonction de mes revenus, mais j'ai un mode de vie et j'aimerais bien que quand les prix augmentent, eh bien, je puisse continuer à me payer ce que j'ai l'habitude de me payer. Bon, l'exemple qu'on donne souvent comme introduction dans les cours d'économie, prenons un exemple très simple. Quelqu'un qui consomme chaque semaine 2 pains, 5 saucisses et 2 salades. Admettons que ça coûte 100 euros euh, par mois. Les prix de ces différents biens augmentent et le panier, comme on dit, de la ménagère va passer de 100 euros à 110. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir continuer à me payer 2 pains, 5 saucisses et 2 salades. Donc, l'idée de protéger le pouvoir d'achat, ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus concret et qu'on peut alors appliquer à chacune et à chacun d'entre nous. Je vais y revenir. Je disais 2 pains, 5 saucisses, 2 salades. Dans la réalité de la consommation des ménages, il y a évidemment bien plus de produits. Aujourd'hui, il n'est pas rare dans une grande surface que vous avez 10 000 ou 20 000 références différentes. Hein? Vous avez du concentré de tomate, vous avez du lait, mais le concentré de tomate, il y en a toutes sortes. Il y en a avec des épices, sans épices, emballés dans du métal ou dans du carton, ou du lait, Dieu sait s'il y en a des sortes. Vous avez même des laits vitaminés aujourd'hui. Vous avez des laits végétaux. Donc, vous avez un peu comme ça un nombre incroyable de produits. Et donc, la première question qui va se poser, oui, mais de combien évolue le coût de la vie? Et si je dois tout de suite faire une remarque, on ne va évidemment pas pouvoir calculer l'évolution du coût de la vie pour chacun et chacune d'entre nous. Je l'ai dit, nous avons tous des habitudes différentes en fonction de l'âge, en fonction de notre revenu, en fonction de si on vit seul ou si on vit avec d'autres, etc. C'est pas possible. On ne va pas calculer pour 5 millions de ménages l'évolution du coût de la vie. Et donc, on s'est mis d'accord, et ce que je vais dire ici est très important pour la suite de la discussion et pour la discussion que nous aurons tout à l'heure. On va calculer un panier de la ménagère moyen. Parenthèse, je déteste l'expression panier de la ménagère parce que c'est quand même un petit peu daté, hein, comme si il y avait que la ménagère qui faisait les courses aujourd'hui et ça fleure bon l'époque où on parlait encore de chef de ménage, ménagère, etc. Mais non, prenons l'idée suivante. On va regarder en moyenne combien les Belges, par exemple, dépensent de riz ou dépensent de lait écrémé ou achètent combien d'essence ou de diesel, combien ils paient leur loyer, combien est-ce qu'ils achètent de l'électricité, mais c'est une moyenne. Et une moyenne veut dire ici quelque chose de très important, c'est qu'il y a des Belges qui ne consomment jamais de riz, parce qu'ils n'aiment pas, comme il y a des Belges qui ne consomment jamais de pâtes ou jamais de pommes de terre, ou n'achètent jamais un livre de poche, etc., etc. Et donc, attention, quand on dit moyenne, c'est vraiment une moyenne. C'est comme si la Belgique était un seul ménage. On regarde un peu tout ce que ce grand ménage achète et combien il achète. Donc, est-ce qu'il achète du riz? Oui. Combien de kilos en moyenne par an et par habitant, etc. Et puis, on regarde un peu ce gigantesque panier, comme si on était un seul ménage, comment le prix évolue. Et quand on dit, par exemple, qu'en 2022, l'inflation était de 10%, ça veut dire très concrètement que la moyenne des consommations de tous les ménages belges, eh bien, le prix a augmenté de 10%. Mais ça veut dire, prenons un exemple très concret, augmente très fort, par exemple, le prix des pommes de terre.
Bah, moi, si je ne consomme pas de pommes de terre, bah, j'ai tendance à dire je m'en fous. Par contre, si je consomme du riz et que c'est maintenant le riz qui augmente très fort, alors je suis extrêmement sensible. Ça veut dire que la probabilité que l'inflation calculée au niveau d'une grande moyenne correspond exactement à l'évolution des coûts de mon panier à moi, de ce que moi je consomme, ben, la probabilité est nulle. Elle est très faible. Le Belge moyen n'existe pas. Le Belge moyen, c'est l'addition de différents Belges qui ont des habitudes de consommation différentes, qui achètent des produits différents, etc., qui font des choix différents. Par contre, il y a une question qui là est très importante par rapport à ce que je raconte, et c'est, oui, mais et les personnes pauvres? Je vais être très clair. Si quelqu'un qui est très aisé, qui gagne beaucoup d'argent par mois, son panier augmente plus vite que celui de la moyenne des Belges, je m'en fous. Je veux dire, il a de l'argent pour pouvoir payer. Par contre, un ménage, les ménages pauvres, les ménages à petits revenus, est-ce qu'ils sont bien représentés dans ce panier qui concerne tous les ménages pauvres, mais aussi les ménages riches et la classe moyenne? Et la réponse est non. La réponse est non. D'abord, pour la raison que j'ai indiquée, il n'y a pas de Belges moyens, ça n'existe pas, mais parce que les personnes à petits revenus, qu'est-ce qu'elles consomment surtout? Elles consomment des loyers. Donc, la plupart de ces personnes à petits revenus sont des personnes qui sont locataires, et vous connaissez comme moi les loyers aujourd'hui. Il y a de l'alimentation et de quoi se chauffer et s'éclairer. Pour les ménages à petits revenus, ces trois postes peuvent représenter 60, 70, parfois 80% du budget du ménage. Et quel est le problème aujourd'hui? Quels sont les prix qui ont augmenté très fort ces dernières années? Ben, il y a l'énergie, il y a l'alimentation, plus 15% l'année passée, et les loyers. Les loyers augmentent beaucoup plus vite que la moyenne des prix. Et donc, vous avez trois, comme disent les économistes, trois postes de consommation qui constituent une part plus grande des budgets des ménages pauvres que de la moyenne des budgets, de la moyenne des Belges, et dont le prix a augmenté plus vite que la moyenne. Alors ça, évidemment, ça veut dire que les personnes pauvres ne se retrouvent pas nécessairement dans cet indice des prix. Voilà. J'espère avoir été clair, parce que maintenant, c'est en quelque sorte des préliminaires jusqu'à maintenant. Ce qu'on va faire, c'est, ah oui, mais d'accord, on souhaite protéger le pouvoir d'achat. Mais comment fait-on pour protéger le pouvoir d'achat? Ah, l'idée générale est très claire. On aimerait bien que les revenus augmentent au moins autant que les prix. Que les revenus augmentent au moins autant du paquet que j'achète tous les mois, de toutes les dépenses que je fais tous les mois. J'insiste encore une fois, on va prendre une moyenne. On ne va pas augmenter le revenu, un peu plus le revenu de celui qui consomme beaucoup de patates, parce que les patates ont augmenté très fort, et augmenter un peu moins le revenu de celui qui ne consomme pas des patates, parce que voilà, et lui, il préfère du riz, et le prix du riz, non, ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société où on va augmenter les revenus à la carte. Hein, voilà. Donc, on va prendre de nouveau une moyenne. Alors, comment est-ce qu'on opère très concrètement? On part de l'indice des prix. Je rappelle ce que c'est l'indice des prix. C'est ce qui mesure l'évolution moyenne pour tous les Belges de ce qu'ils consomment, du prix de ce qu'ils consomment. On va prendre l'indice des prix et malheureusement, on va retirer de cet indice des prix notamment les carburants routiers et le tabac et l'alcool. Donc, ça veut dire que quand le prix de l'essence ou du diesel augmente très fort, eh bien, on ne va pas en tenir compte pour protéger le pouvoir d'achat. Ça veut dire que quand le prix de l'essence et du diesel augmente très fort, ben, forcément, le pouvoir d'achat, il sera un peu moins bien protégé. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle l'indice santé. Donc, l'indice des prix, vous avez compris maintenant, c'est la moyenne, c'est une moyenne
du panier de tous les Belges. À partir de ça, on calcule un indice de prix qui mesure l'évolution des prix, qui mesure l'inflation. Par exemple, en 2022, plus 10%. On va retirer de ces calculs les carburants routiers, l'alcool et le tabac, et on va avoir ce qu'on appelle l'indice santé. Et une fois qu'on a l'indice santé, ça c'est relativement facile. Quand l'indice santé augmente, eh bien, on augmente les salaires. Exemple, si vous travaillez dans une administration publique, quand l'indice santé augmente de 2%, votre salaire augmente de 2%. Bah, c'est assez facile à comprendre, c'est assez simple. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas aussi simple que cela parce que, d'abord, tout le monde ne travaille pas dans la fonction publique, tout le monde ne travaille pas dans l'enseignement, tout le monde ne travaille pas dans les hôpitaux. Et donc, pour certaines personnes, pour certains travailleurs, ils ou elles doivent attendre 1 an avant d'être indexés. On va donner un exemple très clair. Dans la distribution, donc les magasins, grands, petits magasins, on est indexé 1 fois par an. Ah oui, mais entre janvier 2022 et janvier 2023, les prix n'ont pas arrêté de monter. Mais votre salaire n'a pas augmenté. Pourquoi? Mais parce que vous êtes dans un secteur où les mécanismes d'indexation sont moins rapides que, par exemple, dans le secteur public. Pour être concret, les travailleurs du secteur de la distribution, du commerce, ont été augmentés d'un peu plus de 10% en janvier 2023. Ceux qui ont travaillé, par exemple, dans le secteur public, dans un hôpital ou dans l'enseignement, ont vu leur salaire augmenter 5 fois de 2%. Donc, le résultat, à la fin, est le même. 5 fois 2% ou 10%, mais sauf que quand on a la chance de travailler dans le secteur public ou dans l'enseignement, etc., les salaires sont augmentés régulièrement. Ils ont augmenté tout au long de l'année 2022, mais ce n'était pas le cas pour les gens qui travaillent dans la distribution. Et puis, il y a un deuxième problème. Ce qu'on indexe en Belgique, ce sont les salaires bruts. Oui, mais entre le salaire brut et ce qui se trouve sur votre compte en banque, il y a bien sûr les cotisations sociales personnelles et il y a bien sûr ce qu'on appelle le précompte professionnel. Et si on n'indexe pas les mécanismes fiscaux, si on n'indexe pas ce qu'on appelle les barèmes fiscaux, tout au long de l'année 2022, les salaires nets ont augmenté moins vite que les salaires bruts. Donc, il faut déjà un certain temps pour que les salaires bruts augmentent au même rythme que les prix. Et en plus de cela, les salaires nets augmentent moins vite que les salaires bruts. Donc, je pense que nous devons, politiquement, les élections qui se présentent sont peut-être l'occasion d'avoir ce genre de débat, nous devons améliorer notre système d'indexation. Il faut d'abord se battre pour le protéger, mais l'idéal, c'est d'indexer les salaires nets. C'est ça qui compte finalement, pour chacune et pour chacun d'entre nous. Je vais terminer par 2-3 remarques. La première, c'est qu'est-ce qui nous attend en termes d'évolution de notre pouvoir d'achat? Et pour répondre à cette question, la première question à laquelle on va devoir répondre, c'est comment vont évoluer les prix? Je parle ici de prix de choses essentielles, de choses qu'on achète régulièrement. On ne parle pas d'un ordinateur qu'on achète une fois tous les 8 ans, tous les 10 ans. Et on va commencer par donc 3 postes. C'est ceux qui comptent le plus aussi pour les petits budgets, le logement, les loyers, l'alimentation et l'énergie. Et malheureusement, ce qui se profile pour les années à venir n'est pas très engageant, n'est pas très optimiste. Il y a une crise du logement qui fait que, en tout cas pour le moment, le prix du logement augmente plus vite que la moyenne des prix et plus vite que la moyenne des revenus. L'alimentation, on sait qu'il va y avoir des problèmes avec le réchauffement climatique.
hein, le réchauffement climatique, la sécheresse, des trop fortes chaleurs, des gelées tardives, etc. C'est pas bon pour l'alimentation. Et le temps que les agriculteurs apprennent à cultiver autrement, à cultiver autre chose peut-être, eh bien, on peut penser que le prix de l'alimentation va continuer à augmenter à cause du réchauffement climatique. Et puis l'énergie, ben ça, on verra un peu. C'est pas évident, mais ce qu'on sait, que si demain on doit électrifier toute l'énergie que l'on consomme en Wallonie, pendant un temps, ça va coûter quand même fort cher parce qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. Voilà. Désolé de venir avec des analyses qui ne sont pas très, très optimistes, mais c'est en tout cas ce que je pense. C'est pas pour ça que j'ai raison, mais c'est ce que je pense. Et donc la question maintenant, c'est est-ce que nos revenus vont augmenter en conséquence dans les années à venir? Très honnêtement, on peut avoir des doutes. Voilà. Mais on verra bien et on peut se battre pour que ce soit autrement, mais ce n'est pas gagné d'avance. Avant-dernière remarque, qu'est-ce qui fait que il y a comme un malaise autour du pouvoir d'achat? C'est une plainte permanente, permanente. Même quand l'économie fonctionne bien, quand le gouvernement annonce que le pouvoir d'achat augmente, eh bien, il y a malgré tout des plaintes. Et pourquoi y a-t-il des plaintes? Alors, d'abord, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à des niveaux de revenus qui ne leur permettent pas, je veux dire, d'être un membre à part entière de notre communauté, de pouvoir consommer comme d'autres personnes, d'avoir un minimum de biens et services qui leur permet de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Donc ça, c'est une première raison, et ça, bien sûr, ça passe par la redistribution des revenus. Deuxième raison pour laquelle il y a des insatisfactions, mais c'est parce que, de nouveau, les moyennes ne veulent rien dire. Dans la réalité, vous avez en permanence des centaines de milliers de Wallons dont la situation s'améliore. Par exemple, je sais pas moi, je me mets en ménage avec quelqu'un, donc au lieu de payer 2 loyers, ben, on n'en paye plus qu'un. Ben, forcément, ça améliore la situation du ménage, parce que ça veut dire qu'on a plus d'argent pour payer de la nourriture, de temps en temps peut-être se payer un restaurant, etc. Mais en même temps, il y a tout le temps des centaines de milliers de Wallons dont la situation se dégrade. Quelqu'un qui devient malade, mais a moins de revenus. Et donc doit faire des choix compliqués par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire avant de tomber malade. Un ménage qui se sépare, c'est l'inverse. Au lieu d'avoir un loyer, vous en avez deux. Hein? Et donc, en permanence, quelqu'un qui tombe au chômage. Voilà. Donc, c'est pas parce que, au niveau de tous les Belges, la situation s'améliore en moyenne, qu'elle s'améliore pour chacune et chacun d'entre nous. Troisième raison, évidemment, je l'ai déjà évoqué, c'est que le logement, le prix du logement, a augmenté de manière très importante ces dernières années. Hein? Et donc, on parle de crise, d'accession à la propriété. C'est vrai que ça devient compliqué pour accéder à la propriété, c'est clair. En tout cas, pour les jeunes ménages, je veux dire qu'il faut, au mieux, dans la meilleure des situations, attendre plus longtemps que ce qu'on pouvait faire avant, parce qu'il faut attendre plus longtemps pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Sinon, on n'aura pas de prêt. Et voilà. Donc, le logement coûte de plus en plus cher pour les locataires aussi. Il y a, vous avez peut-être vu l'information dans la presse, le nombre de logements qui était déjà insuffisant au départ, le nombre de logements sociaux, pardon, insuffisant au départ, diminue. Le nombre de logements sociaux diminue alors qu'on a de plus en plus de besoin d'avoir du logement public et du logement social. Et puis, il faut être clair aussi entre nous, mais nous le savons, c'est que nos envies augmentent plus vite que nos moyens. Je dirais presque, quel que soit le niveau de revenu, hein, même pour des gens peut-être un peu plus aisés, les envies augmentent plus vite que les moyens. Et la tentation est là. La tentation est là et on ne sait pas suivre. Et on a une offre de plus en plus pléthorique. On peut accéder au travers des réseaux sociaux, on voit les autres consommer, etc. Tout ça suscite des envies qu'on ne peut pas, par définition, entièrement satisfaire. Parfois pas du tout, quand on a des petits revenus, même quand on a un salaire correct, qu'on vit à deux, qu'on n'est pas malade, etc. Eh bien, on a du mal, c'est pas possible, de satisfaire tous ces besoins, toutes ces envies plutôt. Ce n'est pas nécessairement des besoins, mais c'est certainement des envies. Et puis, il y a l'habitude aussi. Un exemple extrêmement banal,
c'est peut-être pas votre cas d'ailleurs, hein, ne le prenez pas pour vous, mais si vous faites un tour de temps en temps dans une grande surface, vous voyez quand même un certain nombre de consommateurs qui achètent, par exemple, de la salade lavée, pré-lavée et pré-emballée. Donc, elle est emballée. Souvent, on met des produits à l'intérieur de l'emballage pour que la salade se conserve plus longtemps. Mais acheter une salade pré-lavée et emballée, c'est très facile. Hein? Vous arrivez chez vous, ciseaux, hop, la salade est faite. Coûte plus cher, beaucoup plus cher, 3 à 4 fois plus cher que si vous achetez une salade que vous allez laver dans votre évier, etc., essorer, etc., etc. Voilà. Donc, on prend comme ça des habitudes. Un autre exemple, je reviens sur mon exemple des étudiants, ben, de plus en plus de travailleurs prennent leur repas de midi à l'extérieur. Ça peut être à sandwicherie, ça peut être la cantine, peu importe, mais au lieu de venir avec ses miches, avec cette tartine faite à la maison, on le prend à l'extérieur. Mais, donc tout ça, c'est confort, c'est gai. Hein? On sort de son lieu de travail, on sort de l'atelier ou du bureau, on voit des gens, etc. Voilà. Mais tout ça sont des habitudes qui coûtent cher et qui s'ajoutent les unes aux autres. Hein? Voilà. Un autre exemple, c'est c'est pas parce qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de ménages, je pense 80-90% des ménages en ordinateur, qu'on a renoncé à la TV. Certains jeunes commencent à regarder la TV, si on peut encore dire, uniquement au travers de l'ordinateur. Mais dans beaucoup de ménages, on a gardé la TV, et encore, elle s'est agrandie, hein, avec toutes sortes de gadgets, si vous voulez, et on ajoute l'ordinateur, et puis on ajoute une tablette, et puis on ajoute un smartphone, et puis finalement, on se retrouve avec plein de choses à gérer. Chaque fois qu'il faut remplacer, c'est bien, ben, on a l'impression que le pouvoir d'achat diminue. Un sociologue français, Rochefort, a lui ajouté encore une explication, je terminerai par là, c'est que ce qui se passe dans le budget de la plupart des ménages, c'est qu'il y a de plus en plus de dépenses qui sont décidées au début du mois. On n'a pas le choix. Donc, quand vous avez payé l'assurance, quand vous avez payé le loyer, quand vous avez payé l'abonnement à Dieu sait quoi, Netflix, Proximus, etc., quand vous faites la somme de tout ce que vous devez payer, à la limite avant de commencer le mois, mais il ne reste plus grand-chose. Il reste en gros l'alimentation, et si on peut se le permettre, de temps en temps, un vêtement ou un loisir un peu particulier. Et le fait d'avoir l'impression qu'on n'a finalement plus de maîtrise de son budget, parce que tout est imposé, tout est payable au début du mois, semble-t-il, renforce ce sentiment que le pouvoir d'achat est en berne, qu'on met moins dans son caddie, enfin, tous les discours que l'on entend. J'insiste bien, pour certaines personnes, c'est vérifiable. Pour d'autres, c'est quand même plus des habitudes de consommation qui s'ajoutent aux habitudes de consommation, et toujours dans cette course folle entre les moyens budgétaires, les moyens financiers qu'on a et les envies. Et je terminerai alors par, je pense que je suis dans les temps, je terminerai alors par une dernière réflexion qui est liée à ce qu'on appelle les classes moyennes. Bon, personnes précaires, vous connaissez la situation. Je rappelle encore une fois, c'est des personnes qui consomment beaucoup, et beaucoup plus que d'autres, des loyers, de l'énergie et de l'alimentation. On a parlé beaucoup des classes moyennes et du recul des classes moyennes, un effondrement des classes moyennes. J'ai tout lu sur les classes moyennes. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu attentif à ce qu'on entend et être un peu critique de ce qu'on entend. Je vais être direct. Quand j'entends parfois des gens de la classe moyenne, supérieure, se plaindre que peut-être à cause de la vie qui coûte plus cher et du coût des études et tchic et tchac, on doit renoncer à un city trip à Budapest. Excusez-moi, je ne vais pas pleurer sur cette situation-là. Par contre, la classe moyenne inférieure, qui est caractérisée par souvent des petits salaires, des temps de travail partiels. Donc, par exemple, on va donner un exemple concret pour bien me faire comprendre. Prenons l'exemple d'un ménage composé d'un ouvrier communal, par exemple, et de la dame, ce sera souvent la dame qui travaille dans le secteur des titres-services. Ouvrier communal, vous savez, au mieux, vous avez
chèque repas, mais rien de tout ce que peuvent avoir d'autres travailleurs, et en tout cas des travailleurs qui gagnent plus. Pas de voiture salaire, rien de tout ça. Un salaire pas nécessairement extraordinaire. La madame qui travaille en titre-service, il y a beaucoup de chances qu'elle travaille à 3/5 temps. 3/5 temps. Pour un salaire horaire de l'ordre de 12 ou 13, je pense, pour le moment. Mais les deux ensemble, ça ne fait pas beaucoup. Et c'est des conditions de travail pas toujours marrantes. Hein? Si vous devez payer, si vous devez vous déplacer, par exemple, la dame qui travaille en titre-service, ben, il faut un moyen de locomotion, etc., etc. Mais ces personnes ne gagnent pas beaucoup, mais elles gagnent de trop, si je puis dire, pour avoir droit à un certain nombre d'aides. Et très honnêtement, il faut continuer, bien évidemment, à se préoccuper des personnes précaires, mais je pense que en partie, le débat doit aller, en termes de pouvoir d'achat, en termes de niveau de vie, en termes de qualité de vie, vers les classes moyennes inférieures. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire en introduction. J'espère avoir été clair. Écoute, de mon point de vue, oui, c'était très clair, merci. Donc, on a compris que c'était une notion toute relative, le pouvoir d'achat, à travers, enfin, notamment à travers ton intervention. Ma première question, tu l'as un peu abordée, hein, mais donc c'est est-ce que finalement, on a été un peu victime entre guillemets de crises à répétition, et je pense qu'on ne sera pas à l'abri de crises potentielles. On est toujours un peu en crise avec les conflits, évidemment. Est-ce que tu penses que les politiques publiques, bon, tu as parlé de l'indexation, de la santé, etc., mais qui étaient mises en place pour compenser les augmentations de l'énergie notamment, est-ce que finalement ça a profité aux publics les plus précarisés ou aux classes moyennes inférieures? Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton avis là-dessus? D'accord. Alors, d'abord, rappeler, je le dis, je le répète, et tant pis à qui ça ne plaît pas, on a gaspillé de l'argent, notamment dans la crise énergétique. On a gaspillé de l'argent. Je vais donner un exemple très clair. Donner une prime de 100 € pour l'électricité. Il y en a eu d'autres, hein, mais notamment celle-là. À des ménages qui ont la chance d'avoir des panneaux photovoltaïques, et d'ailleurs, une partie de ces ménages ont été aidés et sont toujours aidés par la collectivité pour payer leurs panneaux photovoltaïques, hein, panneaux qui produisent de l'électricité. Mais donner 100 € à ces gens-là, mais c'est du gaspillage, c'est honteux. Alors qu'il y a des gens qui ont du mal à payer des factures d'énergie parfois plus grosses. Celui qui a des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, ben, sa facture d'électricité, c'est rien du tout. Et par contre, à côté de ça, vous avez des gens qui n'ont pas les moyens de se payer les panneaux photovoltaïques, qui ne sont pas dans les conditions, par exemple parce qu'ils sont locataires. Si votre propriétaire n'a pas installé de panneaux photovoltaïques, ben, vous n'aurez pas de panneaux de l'électricité gratuite produite par le soleil. Donc, on a gaspillé de l'argent, et c'est bien pour ça que je dis, aujourd'hui, personnes précaires, ménages précaires, oui, classe moyenne inférieure aussi doit recevoir plus d'attention. Je vais me permettre de faire ici une remarque politique, mais dans le bon sens du terme. Si, en cours de route, on perd les classes moyennes inférieures, les personnes, le terme classe moyenne, c'est un peu... Mais il y a des personnes derrière ça, il y a des familles derrière ça. Ça, je crains que ce soit le lit pour diverses formes de populisme. Hein, parce que on doit... Une société, les gens, une société fonctionne bien, ils doivent avoir l'impression d'être traités correctement. Et d'apprendre peut-être que d'autres personnes, avec des revenus plus petits, finalement s'en sortent mieux, parce qu'ils reçoivent une série d'aides, ça ne tient pas longtemps. Ça ne tient pas longtemps. Voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir autour de cela. Et donc, il faut, pour bien agir comme pouvoir public, pour aider ceux qui doivent être aidés, il faut aussi une meilleure connaissance des revenus, une meilleure connaissance de la manière dont les gens vivent, de l'énergie qu'ils consomment, des énergies qu'ils consomment, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire finalement pour avoir un système plus juste au niveau de soutien de ces familles? Alors moi je pense qu'on aurait... La première chose, évidemment, c'est de limiter, d'arrêter, par exemple, on prend les 50% des ménages qui sont les moins aisés. Et on ne donne pas, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on a donné, aux ménages qui sont au-dessus de l'échelle de revenus. Voilà. Donc ça, c'est le minimum
qu'on puisse faire. Et puis alors après, on doit raffiner un peu parce que, attention, celui qui se chauffe au mazout n'a pas nécessairement été traité de manière aussi juste que celui qui se chauffe au gaz ou réciproquement. Hein. Tout dépend des situations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits sur cette question des primes à l'énergie, etc. Et donc, voilà. Alors, je vais me permettre ici de faire une dernière remarque concernant l'énergie. Je sais bien que c'est très populaire, c'est facile à comprendre. Baisser la TVA sur l'énergie, c'est faire un cadeau à ceux qui consomment beaucoup d'énergie et un tout petit cadeau à ceux qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, ce qui est le cas, malheureusement, de beaucoup de ménages. Et donc, il vaut mieux peut-être garder la TVA à 6% et donner plus de revenus aux ménages précaires et aux ménages de la classe moyenne inférieure. D'accord. Alors, en lien avec ça, j'ai une question d'un internaute un certain Thierry Verhoeven, qui est bien connu dans la maison. C'était par rapport à ce que tu disais sur l'indice santé. Est-ce qu'il n'y a pas matière à peut-être changer la composition de celui-ci ou trouver un autre système qui permet effectivement de coller à quelque chose de plus juste, et peut-être que les partis politiques pourraient se saisir de cette question pour expliquer un peu comment on pourrait mieux gérer finalement cette question de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une question à la fois technique et éminemment politique. Elle n'est pas neutre dans le débat. Alors moi, je distinguerais ici, si vous voulez bien, deux choses. Un, mesurer l'inflation dans un pays. Ça, il ne faut pas chipoter. Hein. Il ne faut pas commencer à faire des tics et des tchacs et des petits calculs et des petites manœuvres pour ce qui se fait dans certains pays pour que l'inflation soit moindre que la réalité. Donc, on peut penser, par exemple, qu'en Russie, en Argentine, etc., où il y a ou en Turquie, l'exemple de la Turquie est encore plus clair. Tous les économistes sont persuadés que l'inflation réelle est plus importante que l'inflation officielle. Donc ça, il faut pas chipoter ça. C'est une question de transparence démocratique. Voilà. Autre chose, c'est comment est-ce qu'on peut mieux faire, plus faire, pour que les gens gardent un pouvoir d'achat, en tout cas gardent un pouvoir d'achat intact pour les biens essentiels. Alors là, le débat est très large. Je vais peut-être donner une ou deux pistes que moi, je pense bonnes, mais c'est un débat politique. Comment est-ce qu'on aide les gens, finalement, à vivre correctement? Et une fois qu'on leur a garanti un pouvoir d'achat, de faire en sorte que ce pouvoir d'achat puisse continuer. Oui, parenthèse, nous ne sommes pas totalement démunis par rapport à des problèmes de pouvoir d'achat. Je ne parle pas de nouveau des gens qui ne s'en sortent pas, quoi qu'ils fassent, c'est pas possible. Leurs revenus sont trop bas. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus, il y a quand même des choix qu'on peut faire. Hein. Une voiture plus ou moins grosse, désolé de le dire. Ça ne me plaît pas ce que je dis ici, mais voilà, on n'est pas obligé d'acheter un SUV, pour être très clair. Hein. Si c'est votre goût, mais alors pas nécessairement se plaindre alors que le restant de la vie, parce qu'au plus un SUV est lourd, au plus il est puissant, mais au plus il coûte cher en assurance, etc. Donc on a quand même des choix. On a quand même des choix à partir d'un certain niveau de revenu. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et ne pense pas. À partir d'un certain niveau, on a quand même des choix. Mais revenons maintenant à la question fondamentale. Comment est-ce qu'on organise les choses? Il faut, pour moi, idéalement, dans le monde qui s'annonce, on va quand même avoir des problèmes. Hein? Biodiversité, réchauffement climatique, etc. On va avoir énergie, on va avoir des tas de problèmes. Il faut jouer un peu sur tous les instruments. Mais je dirais à court terme. À court terme. On résoudrait la question du logement, de la crise du logement en Wallonie. On résout une partie importante des problèmes de pouvoir d'achat liés aux revenus. Ça pèse tellement dans le budget des ménages, ça a tellement augmenté dans le budget des ménages, que si on peut résoudre cette crise en augmentant l'offre de logement, en augmentant l'offre de logement public, en donnant, le cas échéant, pour les ménages à petits revenus, des allocations logement, etc., il y a plein de solutions techniques, eh bien, je pense qu'on peut déjà aller beaucoup. Et c'est peut-être, en une certaine mesure, plus important que ce qu'on peut avoir avec l'indexation des salaires. Parce que l'indexation des salaires, elle a plutôt tendance à figer les situations. Or, il faut avoir une vision dynamique.
faut avoir, et donc, si on travaillait le logement et l'énergie, ça c'est l'autre volet, parce que l'objectif finalement, c'est d'avoir tous une facture électrique de zéro, hein, parce qu'on a des panneaux, parce que on a des LED à la maison, etc., etc., etc. C'est ça l'objectif, hein. L'objectif n'est pas absolument de protéger, à court terme, oui, mais à long terme, de protéger le fait que vous devez dépenser 100 ou 200 euros d'électricité par mois. C'est pas ça l'objectif. C'est d'avoir la facture la plus faible possible et d'avoir des loyers raisonnables. Voilà. Et donc, voilà, toutes sortes de manières qu'on peut régler. Une autre solution, je reste un instant sur l'énergie, une solution que j'aime bien, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas à chaque ménage, je vais donner un chiffre, mais il peut être autre, 1000 kWh à très bon marché, en disant ça, c'est le minimum qu'on a besoin. Et puis, au fur et à mesure qu'on consomme plus, alors le prix augmente. Mais donc, et ça c'est facile à mettre en œuvre. C'est un message clair. Ça veut dire que les personnes à petits revenus, qui par définition consomment peu d'énergie, eh bien, auraient une aide automatique, pas besoin de le demander. Vous avez une consommation de, disons, 2000 kWh par an, 1000 sont bon marché et les autres 1000 un peu plus chers. Et ça permet d'équilibrer les prix entre les personnes aisées, etc., etc. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire à court terme, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que je pense. Les mécanismes d'indexation restent nécessaires. Mais j'insiste aussi qu'il faut les améliorer. C'est le revenu net qui doit augmenter, pas le revenu brut. Mais voilà déjà quelques pistes intéressantes, mais donc par rapport à ce que tu viens de dire là maintenant, et je repose la question, c'est au niveau de la composition du panier qui détermine l'indice santé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'adapter mieux aux besoins fondamentaux, enfin des Oui, choses c'est qui... ça. Donc, il y a des propositions dans ce sens. Je vais donner deux, trois exemples. Étienne de Calataille, que vous connaissez peut-être, propose d'avoir un indice santé calqué sur la consommation des personnes les plus pauvres. Moi, j'ai une proposition un petit peu semblable, mais quand même différente, qui est plutôt de calquer sur un idéal, parce que les personnes pauvres n'ont pas nécessairement une structure de consommation qui leur permet de vivre une vie conforme à la dignité humaine. Donc, c'est plutôt que de calculer l'indice santé sur une situation de nouveau figée et ont peut-être une vue prospective de combien d'électricité un ménage a-t-il besoin au minimum pour vivre correctement. Ce montant peut évoluer en fonction des progrès techniques, etc. Mais aujourd'hui, combien est-ce qu'il a besoin? Et c'est à partir de là qu'on peut construire un indice santé. Donc, j'insiste beaucoup, toujours distinguer le débat sur l'indice des prix, qui est une mesure macroéconomique comme la croissance économique, comme les exportations, comme tout ce que vous voulez, de la manière dont on passe de l'évolution des prix à l'évolution des revenus, et mieux encore l'évolution du niveau de vie, parce que c'est ça qui compte finalement. C'est l'évolution du niveau de vie, le maintien du niveau de vie. D'accord. J'ai encore des questions des internautes, mais avant d'y arriver, je sais que tu vas répondre oui, mais je vais quand même te poser la question pour un peu développer ton point de vue en la matière. C'est est-ce que tu penses que la question du développement durable et de l'économie circulaire est peut-être un levier pour travailler cette question du pouvoir d'achat? Alors, oui, certainement. Mais je vais d'emblée, si tu permets, Thierry, faire le lien avec la question sociale. On va prendre l'économie circulaire, elle fonctionne assez bien pour le moment. Il y a en tout cas des progrès. On va donner un exemple simple, mais qui nous concerne tous, toutes, dans notre vie quotidienne, c'est les vêtements de seconde main. Je vais de temps en temps faire un tour dans ce genre de boutique. Vous avez aujourd'hui une offre très intéressante. Hein. Vous pouvez trouver vraiment quelque chose, vous n'êtes même pas gêné de le mettre. Il y a des gens qui gardent des vêtements une saison et puis les mettent dans le circuit de seconde main. Ou un circuit social, Croix-Rouge, etc. Mais en fait, c'est toujours de la seconde main. Deux choses par rapport à ça. Première, attention, on commence à avoir des études qui disent que, comme les gens ont bonne conscience, Consomment plus. Mais ils consomment plus. Voilà. Et que donc, ça favorise finalement ce qui est devenu le modèle dominant en matière de vêtements, ce qu'on appelle la fast fashion, donc la mode qui tourne tout le temps. Certains magasins en ont fait une spécialité. Hein.
une firme espagnole, une firme chinoise en ont fait leur spécialité. Et donc, attention. Voilà. Et deuxièmement, moi, je pense évidemment que dans certains cas, c'est beaucoup mieux d'acheter, de récupérer chez quelqu'un, d'acheter un meuble en seconde main, quitte à ce que l'armoire soit réparée par un professionnel. Évidemment que c'est beaucoup mieux. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est que ce soit un mode de vie qu'on impose aux pauvres en disant, mais écoutez les gars, vous vous plaignez de ne pas avoir de revenus, mais allez en seconde main si vous avez besoin d'une armoire. Donc, il faut que ce soit des comportements, des choix qui soient partagés par le plus grand nombre, hein, et pas des manières de résoudre le problème des pauvres sans modifier le comportement des riches. Voilà. J'espère avoir été clair sur ce point. Absolument. Donc, c'est pas non plus la panacée, c'est un levier intéressant, mais pour autant que, Voilà. effectivement, il ne soit pas stigmatisant ou orienté sur une partie de la population. J'ai une question plus en lien avec notre métier, enfin, bien que toutes les questions soient liées à notre métier, mais nous, concrètement, à la FUNOC, mes collègues, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement dans leur métier de formateur pour faire en sorte de sensibiliser les publics avec lesquels on travaille, pour faire en sorte de mieux gérer finalement leur pouvoir d'achat, puisque tu l'expliquais en entrée, que c'était une notion toute relative et qu'on avait quand même des choix, même si les choix sont de plus en plus limités en fonction de notre niveau de revenu. Alors là, je vais commencer par quelque chose de très pragmatique, mais vraiment de très pragmatique, mais qu'on doit continuer à faire. Les mouvements comme Testachat ou d'autres qui font des choses semblables, il faut absolument les encourager parce que dans la vie courante, on peut vraiment améliorer notre situation avec des choses relativement simples. Donc, il y a régulièrement des études qui montrent qu'une partie des ménages, et parfois des ménages qui ne sont pas aisés, paient leur électricité trop cher parce qu'ils ne se sont pas adressés au bon moment, au bon fournisseur. Et donc, vraiment, il y a une réflexion à avoir sur la qualité de nos produits. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait, etc. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Pas de jugement de valeur ici. Simplement réfléchir soi-même, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je veux dire, il y a quand même un travail, je dirais, de consumérisme de base à faire et qui est noble. Éviter de se faire rouler, vérifier de temps en temps si on n'est pas assuré 2 ou 3 fois pour la même chose. C'est quelque chose qu'on constate quand vous demandez conseil à un assureur, il va dire, mais monsieur, vous savez que vous êtes déjà assuré pour ça au travers d'une assurance à la banque, vous avez pris parfois sans vous rendre compte de ce que vous avez signé. Donc, il y a vraiment un travail important de protection du consommateur, de conseil, je dirais, basique au consommateur. Je prends l'exemple de la consommation d'électricité ou de gaz. Mais vous aidez dans ce dédale de l'offre. Il y en a beaucoup moins à Bruxelles, puisqu'il y a des problèmes là-bas, mais en Wallonie, il y a encore beaucoup de fournisseurs. Voilà. Tout ça, je dirais, c'est la chose que des formateurs peuvent faire. En plus, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas formateur, mais je pense que ça peut être l'occasion d'avoir des dynamiques de groupe intéressantes aussi, hein, des dynamiques pédagogiques, hein, faire des calculs, se comparer avec d'autres, expliquer pourquoi je fais ceci, tiens, il y a moyen de faire autre. Je ne voudrais pas tomber dans les caricatures aussi, et encore moins dans le jugement de valeur, parce que je sais bien que la vie de beaucoup de personnes et d'un certain nombre de vos stagiaires, voire de tous, c'est compliqué aujourd'hui. Je n'en ai pas de doute. J'en ai quand même rencontré quelques-uns aussi. Mais c'est aussi, tout simplement, comment est-ce qu'on gère à l'intérieur, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on peut faire des choses délicieuses à très bon compte. Enfin, là aussi, c'est l'occasion, je pense, d'échanger. Comme on a quand même la chance en Wallonie d'avoir des personnes qui viennent d'autres cultures, qui peuvent nous apporter d'autres manières de nous nourrir, etc. Vraiment, je pense qu'il y a du travail à faire. Pour le reste, évidemment, il y a des questions qui vont beaucoup plus loin que ça. Mais j'insiste, hein, je ne veux pas réduire la réalité sociale à ce genre de conseils ou de démarches. Mais ça peut aider. Ça peut aider. Et ça ne coûte rien à personne. Simplement, on a l'intelligence d'aller chercher ce que j'ai besoin au bon moment et au bon prix. Voilà. Et puis alors, il y a évidemment toutes les autres questions. L'emploi reste évidemment un facteur d'intégration majeur, un facteur important en termes de revenus. Voilà. Et puis, dernier élément,
il y a évidemment une réflexion, c'est un débat politique. Il faut que les gens soient désormais libres de vivre avec qui ils veulent, sans être contrôlés ni pénalisés. Et j'insiste encore une fois sur ceci, il ne faut pas avoir fait 10 ans d'économie pour comprendre que vivre à deux, quelle que soit la nature des relations, hein, pas nécessairement être un couple, hein, mais vivre à deux ou à trois dans une colocation, etc., coûte proportionnellement moins cher que de vivre tout seul. Mais malheureusement, vous savez comme moi qu'à cause de la législation sociale, à cause de la législation du revenu d'intégration, des CPS, donc, eh bien, dès que les gens vivent ensemble, on va commencer à les contrôler et dans certains cas, les pénaliser en termes de revenus. Donc, on passe ici avec ma réponse. Elle n'est pas complète, certainement pas, elle n'est pas suffisante, certainement pas, mais on passe du micro aux questions politiques. Oui, c'est intéressant, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est capable d'agir à quel que soit notre niveau d'intervention, soit individuel, soit plus collectif, soit au niveau politique. Et évidemment, à la FUNEC, il y a déjà plein de choses qui se mettent en place. Oui. Et je te rappelle quand même, mais c'est pas à toi que je dois le dire, Thierry, ni aux formateurs qui nous écoutent, mais dans l'histoire de l'éducation permanente, il y avait ces aspects hein, très, très concrets hein, du ménage. Hein. C'est évidemment une époque dépassée, mais les mouvements féminins qui faisaient de l'éducation permanente dans le temps, c'était aussi accompagner les personnes qui se mariaient, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait. Et tout ça, c'est des choses intéressantes. Hein. C'est pas banal hein, d'organiser la vie quotidienne d'une famille. C'est pas banal du tout. Hein. Non, ben, effectivement. Alors, je vais repasser une question d'une personne, Daniel Modou, qui est aussi une de mes collègues. C'est une question de réflexion. Elle n'est pas obligée de prendre aux plus riches pour donner aux plus défavorisés. On peut directement prendre aux plus riches. Oui, alors, évidemment, c'est toujours difficile de mêler tous les sujets. Si Oui, vous m'aviez invité sur quels sont vos projets ou vos idées ou vos suggestions en matière de redistribution des revenus, il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, ce que je raconte ne remplace pas et ne peut pas remplacer une plus juste distribution et redistribution des revenus, évidemment. Évidemment. Mais ne pensons pas que ça résout non plus tous les problèmes. Hein. Cette idée que un certain nombre d'entre nous, et moi aussi, hein, Marie, je ne me mets pas en dehors de la communauté humaine, les envies sont là. Et si on augmente les besoins, désolé de le dire, on augmentera nos envies. C'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire une meilleure redistribution des revenus. Il faut aussi avoir conscience que ça ne va pas résoudre toutes les questions pour autant. Exactement. C'était pour ne pas éviter ou faire semblant d'éviter ce sujet. Bien sûr. Bien sûr. J'ai une question ici de ma collègue Antonia Scavuzzo qui demande, je sais aussi que c'est quelque chose sur lequel tu interviens régulièrement, sur la question de l'allocation universelle. Est-ce que tu penses que ça peut améliorer d'une manière ou d'une autre le pouvoir d'achat? Je peux répondre à ta place si tu veux. Non. C'est pas, très honnêtement, c'est pas d'abord un problème de pouvoir d'achat. L'allocation universelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est un autre débat, est d'abord là, dans la plupart des modèles que je connais, pour distribuer autrement et pour assurer une meilleure protection sociale. Mais ce n'est pas en soi un instrument de pouvoir d'achat, je ne pense pas. C'est un instrument de redistribution des niveaux de vie. Ça oui. Mais, parenthèse d'ailleurs, dans les modèles de revenu de base que je connais, en tout cas belge, mais évidemment que le revenu de base, il doit être indexé. Hein, et donc la question de l'indexation qu'on a évoquée tout au long de l'émission est valable aussi, avec les mêmes termes, pour demain un éventuel revenu de base, une éventuelle allocation universelle. Mais ce n'est pas une question d'abord de pouvoir d'achat, c'est une question de, je dirais, d'une autre vision d'un État protecteur, de l'État-providence, comme on dit. Donc, tu penses qu'il n'y a pas de répercussions sur le si, évidemment. Donc, j'ai justement fait un exercice d'éducation permanente hier à partir du revenu de base, mais c'était pour élargir le débat, à une des applications les plus intéressantes, immédiatement faisable, si il y a une volonté politique, d'un revenu de base, c'est de calculer autrement les pensions. C'est-à-dire
chacun d'entre nous à 65 ou 67 ans, on verra comment évolue le débat, mais en tout cas à 65 ans, a, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, quoi qu'elle ait fait dans sa carrière, a une pension de base. Pas une pension unique, une pension de base, un socle. Et le supplément dépend de sa carrière. Si vous faites ça aujourd'hui en Belgique, qu'est-ce que vous avez comme conséquence? Vous augmentez de manière significative les petites pensions, vous diminuez les taux de grosse pension, il faut être intellectuellement honnête, hein, voilà, c'est la conséquence. Donc, un socle plus un pourcentage, et vous avez des tas de gens qui ont désormais au moins une petite pension qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Je dis elles volontairement parce que la plupart des petites pensions, c'est des femmes. Hein. 300 000 femmes ont une pension inférieure à 800 € par mois. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Si vous calculez les pensions comme je le calcule, comme je propose, pardon, de le calculer, ben vous avez un effet positif sur les basses pensions automatiques. Et vous ne dépensez pas nécessairement plus d'argent. Voilà, donc voilà, c'est dans ce sens-là que c'est plus une question, je dirais, de redistribution des revenus, des niveaux de vie, que véritablement répondre à la question de l'évolution du pouvoir d'achat et garantie du pouvoir d'achat. D'accord. Alors, j'ai une question plus large de mon collègue, encore une fois, Gianni Bartolomé, qui dit est-ce que finalement, est-ce que l'on ne peut pas dire que le système turbo-capitaliste n'est pas arrivé à une forme au bout d'une logique? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se réinventer? On entend ça souvent, hein, mais finalement, est-ce que ça va arriver? Bon, on dit depuis 100 ans hein, que le Ouais. système capitaliste est arrivé à bout de souffle. Indépendamment de ce qu'on en pense, regardons les choses de manière un petit peu lucide. Il a une capacité non seulement de se renouveler, de s'adapter, d'imposer ses vues au monde politique, mais plus largement à la société. Hein. Je veux dire, l'explosion de cette économie de consommation, elle ne s'est pas faite contre nous. Elle ne s'est pas faite contre nous. Il n'y a pas de jugement de valeur de nouveau. Moi aussi, j'ai consommé, voilà, et je me rends compte qu'il y a des choses que je n'aurais pas dû faire comme consommateur. Mais voilà. Et donc, ça ne s'est pas imposé contre nous. Alors maintenant, est-ce que ce qui se passe pour le moment, le réchauffement climatique, pour donner cet exemple, ou même la biodiversité, mais moi, ce que je lis, je ne vais pas ici rentrer dans des questions trop techniques, hein, mais le capitalisme est en train de proposer, et je crains fort, d'imposer sa vision en termes de transition énergétique. Voilà. Alors, ça, c'est le constat. Alors après, c'est ce qu'on veut, c'est le combat politique, c'est ce qu'on voudrait changer. Et moi aussi, je voudrais changer. Mais voilà, annoncer la fin du capitalisme, oui, peut-être. Malheureusement, je crains que on ne le connaîtra sans doute pas. Ben voilà, moi j'arrive tout doucement au bout des questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un élément ou l'autre que tu aurais souhaité rajouter sur base de Non, tout il me ça. semble que j'ai. Bon, maintenant, évidemment, j'ai bien conscience d'avoir dû ramasser en une demi-heure Oui, un bien sûr. certain nombre de C'est un peu considérations, mais il me semble que j'ai dit l'essentiel de ce que je souhaite que vous reteniez. Je ne dis pas que vous êtes d'accord avec moi, mais au moins réfléchir comme ça différemment. Hein. On a des choix, en tout cas une partie d'entre nous. Une fois qu'on a fait des choix, comment est-ce qu'on protège, parce qu'on aimerait bien garder, mais il va falloir s'adapter, et la mécanique des envies, voilà, qui nous pose beaucoup de problèmes. Voilà. Ah oui, dernière chose, évidemment, les situations individuelles ne correspondent jamais à la moyenne. Hein? Et donc, même l'année la plus prospère que vous pouvez imaginer, avec des salaires qui augmentent de 5%, si cette année-là, vous perdez votre job, ben, votre situation individuelle ne correspond pas du tout à la moyenne nationale. Eh bien, merci beaucoup à toi en tout cas. Donc, merci d'avoir inauguré notre premier webinaire. Merci pour ton éclairage, pour la clarté Merci des propos. beaucoup. C'était Voilà, et intéressant. j'espère avoir été clair Tout à avec fait. tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. À la prochaine pour le prochain webinaire.